Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Agile Meeting organisé par Agile Partner. On va continuer à admettre les gens qui arrivent. Aujourd'hui avec nous, Eric et Mathieu qui vont nous parler de la valeur, ce que c'est que la valeur. La session est enregistrée et la vidéo, comme d'habitude, sera mise à disposition lors du prochain Agile Meeting qui aura lieu le mardi dans 15 jours. Eric, Mathieu, c'est à vous. Très bien, Bonjour tout le merci. monde. Bonjour à tous. Donc moi je suis Eric, donc je suis coach agile. Et le sujet d'aujourd'hui, l'objectif de cet Agile Meeting, eh bien comme Cédric l'a dit, c'est de passer un petit peu de temps pour parler de cette fameuse valeur qui est une notion qui est très importante en agilité. Donc si vous êtes là, eh ben, c'est que on suppose que vous êtes intéressé par ce sujet et que finalement vous vous posez la question sous-jacente qui est comment répondre au mieux à un besoin, comment livrer un produit qui cible au mieux une problématique, et donc au final, comment obtenir la meilleure satisfaction possible de mes clients. À travers ça, forcément, la problématique, c'est comment identifier ce qui a le plus de valeur, c'est-à-dire pour viser cette satisfaction des clients, on va vraiment aborder aujourd'hui les points de qu'est-ce que c'est finalement que la valeur, qu'est-ce que c'est que le pilotage par la valeur? Afin de piloter par la valeur, on va avoir besoin de finalement se demander qu'est-ce qui a le plus de valeur? Comment identifier ce qui a le plus de valeur? Donc ça va être les grands points qu'on va aborder pendant cette session. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi la valeur? C'est quoi l'idée de piloter par la valeur? Pourquoi est-ce qu'on veut piloter par la valeur? Et surtout, à partir du moment où on veut piloter par la valeur, ça veut dire comment est-ce qu'on va réussir à identifier finalement ce qui a le plus de valeur. Alors une petite note aussi dans l'interface de Mural, laissez-vous guider. De temps en temps, on va vous demander des interactions, donc vous pourrez utiliser Mural, notamment pour faire quelques votes en ligne. Sinon, simplement laissez-vous guider par Eric ou par moi. On va prendre le contrôle de temps en temps pour être sûr que quand on parle des choses, tout le monde ait le focus sur le même contenu. Alors, le premier point, finalement, on va parler de l'idée de c'est quoi la valeur et qu'est-ce que ça veut dire que piloter par la valeur. Alors, la première idée, c'est de se dire que finalement, piloter par la valeur, si on a un produit à réaliser et que on a identifié quelque part toutes les fonctionnalités, toutes les composantes que l'on pourrait mettre dans ce produit, l'idée de piloter par la valeur, ça va être de dire que parmi toutes ces composantes, parmi toutes ces briques, vous voyez ici un dessin où c'est représenté par des briques, donc chaque brique représente une fonctionnalité qu'on pourrait intégrer dans le produit. Toutes ces briques n'ont pas forcément la même importance, toutes ces briques n'ont pas forcément la même utilité, la même valeur apportée au final à l'utilisateur ou au demandeur. Donc il y a des choses qui vont être plus utiles que d'autres, et il y a même des choses qui vont peut-être ne pas avoir beaucoup de valeur. Donc, dans une approche de pilotage par la valeur, dans une approche agile, on veut passer du temps pour identifier parmi toutes ces briques, toutes ces choses qu'on pourrait faire, quelles sont celles qui sont dorées, quelles sont celles qui ont le plus de valeur. Et c'est sur celles-ci qu'on va mettre un focus. On va peut-être faire moins de choses, mais on sait que ce qu'on va faire, c'est les choses qui sont les plus importantes pour l'utilisateur et on va les faire bien. Donc, l'idée n'est pas de maximiser la quantité de choses qu'on va livrer. L'idée est d'essayer de faire le minimum pour avoir au final le bénéfice maximum pour les utilisateurs. Ensuite, un pilotage par la valeur, finalement, ça va consister donc à faire les choses dans l'ordre. On a dit, il y a des briques qui ont plus de valeur que d'autres, donc on va ordonner les choses par valeur décroissante et on va commencer par ce qui a le plus de valeur et on va ainsi faire dans l'ordre les choses de la valeur la plus croissante à la valeur la moins à partir de là finalement par rapport à un pilotage on va dire classique où on pilote par les délais et où on va dire il faut qu'on réalise toutes les fonctionnalités et donc ensuite là où on aura une marge de manœuvre, là on pourra jouer c'est les délais et le coût. Dans une démarche de pilotage par la valeur, dans une démarche agile, on va vouloir privilégier une approche où on va dire c'est sur le périmètre qu'on va pouvoir jouer. On va favoriser l'idée où le délai et le coût vont être deux choses qui sont fixes. Et on va se dire, à partir du moment où on fait les choses par ordre de valeur décroissante, donc en commençant par ce qui a le plus de valeur,
Finalement, lorsqu'on aura épuisé le budget ou lorsqu'on sera arrivé au bout du délai, ben, on aura réalisé le mieux qu'on pouvait faire. On aura réalisé finalement tout ce qui avait le plus de valeur pour l'utilisateur. Et donc, on est dans un scénario quelque part idéal. On aura fait le mieux qu'on pouvait avec le budget et dans le délai imparti. Bon, vu qu'on est des coachs agiles, on a aussi rajouté un petit slide sur le premier principe du manifeste agile. Donc, le manifeste agile, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un manifeste qui résume finalement la philosophie, l'état d'esprit agile à travers 4 valeurs et 12 principes. Ici, on cite simplement le premier principe, et c'est sans doute pas un hasard si c'est le premier principe du manifeste, qui est que notre plus haute priorité, c'est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Ce qu'on veut montrer ici, c'est qu'on va privilégier une approche où on va livrer vraiment de façon très régulière, on dit de façon itérative et incrémentale. On ne va pas attendre d'avoir tout fait pour le livrer, et on va livrer par petits morceaux qui à chaque fois vont apporter des choses à l'utilisateur. Finalement, la première itération, le premier bloc qu'on va livrer dans un pilotage par la valeur, c'est ce qui a le plus de valeur pour l'utilisateur. Et on va se poser ensuite la question, bon, maintenant qu'on a livré ça, qu'est-ce qui ensuite sera le bloc suivant qui va de nouveau apporter maintenant le plus de valeur? Donc, je vous ai présenté finalement ce que c'était qu'un pilotage par la valeur, quelle était l'idée de la valeur. Alors, tout ça, c'est bien beau, tout ça, c'est de la théorie, mais en pratique, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est vraiment le sujet de cet Agile Meetish. Comment est-ce qu'on peut faire, en particulier pour savoir ce qui a le plus de valeur? Parce que c'est ça qui est le fondement de toute l'idée de piloter par la valeur. Il va bien falloir qu'on puisse dire, parmi toutes les fonctionnalités, comment est-ce qu'on va décider qu'est-ce qui a le plus de valeur? Comme petit exercice d'échauffement, et comme on vous a dit que ça allait être un atelier interactif, on va commencer par une première question pratique, un petit atelier pratique, un petit sondage. La question, c'est, êtes-vous un bon conducteur ou une bonne conductrice? Alors, on va vous donner 30 secondes pour réfléchir et pour répondre. Donc, vous avez 4 possibilités, pardon. Réponse A, je considère que je suis dans les meilleurs 25%. Réponse B, je considère que je suis meilleur que la moyenne. Réponse C, je suis moins bon que la moyenne. Et réponse D, je suis parmi les plus mauvais conducteurs. Donc, c'est un sondage anonyme, donc n'hésitez pas à répondre vraiment de la façon la plus honnête possible. Cliquez sur l'un des 4. Donc, comme Jean-Pierre, sur la réponse A, B, C ou D. Ok, je clôture le vote. Alors, regardons les résultats. Clôture du vote. Alors, il y a 7 personnes qui se considèrent qu'ils sont meilleurs que la moyenne. 4 personnes qui se considèrent qu'ils sont dans les 25%. Dans les meilleurs 25%. Et c'est tout. Il n'y a personne qui se considère qu'ils sont en dessous de la moyenne, ni que ce sont parmi les plus mauvais conducteurs. Pourquoi est-ce qu'on a fait cet exercice? Finalement, l'idée derrière ça, c'est qu'on se voit toujours plus beau que l'on est finalement. Et il y a quelque part un paradoxe, et on fait ce petit sondage, tout le monde se voit meilleur que la moyenne. Donc soit on a de la chance, et ici c'est vraiment les meilleurs conducteurs, soit il y a un paradoxe. Et en général, lorsqu'on fait ce sondage, 80% des gens ils se pensent dans les 25 meilleurs conducteurs. Donc il y a fondamentalement quelque chose qui est contradictoire. Et oui, c'est ça, c'est finalement, on se voit toujours mieux que l'on est. La raison, c'est que on est envahi de biais cognitifs. Notre manière de réfléchir, elle est envahie de ces biais cognitifs, et finalement, ça altère nos jugements, ça altère notre capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Ça, on en est conscient, ça, on sait que ces biais cognitifs existent, et de façon générale, pour réduire les effets néfastes de ces biais, on va tendre vers utiliser des outils qui vont rationaliser les choses. En particulier, donc, si on revient à notre idée de piloter par la valeur, l'idée, ça va être quelle métrique est-ce qu'on pourrait mettre pour dire ceci a plus de valeur que ceci, ou quelle métrique on pourrait mettre pour dire on va faire tel élément avant cet autre élément. Une métrique qui revient très souvent, c'est le ROI, le retour sur investissement. C'est-à-dire finalement quel est le bénéfice que je vais tirer par rapport au coût que ça va me coûter de faire les choses. Et à partir de cette métrique, on pourrait faire les choses dans l'ordre du ROI le plus important jusqu'au moins important. Donc ce qu'on voulait dire par là, c'est finalement pour se débarrasser des biais cognitifs,
naturellement, on va vouloir aller vers une approche ROI, où on va vouloir utiliser des critères de mesure qui sont objectifs. Quelques mots en plus sur ce ROI. Le ROI, finalement, on vient de le dire, l'idée, c'est qu'on veut introduire du rationnel. Finalement, qu'est-ce qui va nous donner la meilleure garantie de faire les bons choix? On peut se dire, c'est l'idée d'avoir une démarche qui est logique et rigoureuse, et donc c'est quelque chose qui colle en général plutôt bien avec le bagage qu'on a, qui provient de nos études ou de nos expériences professionnelles. C'est quelque chose qui est plutôt valorisé, cette démarche rationnelle. Donc dans cette logique, on va mettre des chiffres. En particulier, on va avoir une métrique donc, très classique qui est le ROI dont je viens vous parler. Le ROI, typiquement, ça va être la valeur divisée par l'effort. Donc on va mesurer la valeur qu'apporte une fonctionnalité et on va diviser ça par l'effort que cela représente. En agilité, on a des métriques qui sont très très proches du ROI, telles que le WSJF qui vient de SAFe, où effectivement on va mesurer des choses telles que le coût du délai, et dans le coût du délai, dans la formule du coût du délai, il y a toujours l'évaluation aussi de la valeur. Donc ça revient toujours ce calcul à un moment, mettre une métrique sur la valeur. Voilà, donc qu'on soit agile ou qu'on soit pas agile, on va toujours vouloir, enfin on peut vouloir être dans le rationnel et mesurer les choses, en particulier on veut vouloir mesurer la valeur, et bien sûr toutes ces choses ça va être basé sur des estimations. Mathieu, je ne sais pas si tu veux enchaîner? Exactement, j'enchaîne. Du coup, pour être sûr que tout le monde est au bon endroit, je vais vous forcer la main et je vais vous proposer une nouvelle petite session interactive. Alors, voici les instructions en quelques mots qui s'affichent aussi sur votre écran. Donc, on va faire une expérience de pensée. Vous êtes sur un bateau sur lequel voyagent 10 personnalités normalement connues, que vous devriez connaître dans tous les cas. Elles sont connues pour différentes choses parce que ce sont des gens qui sont connus dans leur engagement, dans leur impact sur le monde, dans des domaines variés, la science. Et donc ce bateau, hélas, est en train de couler. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est de pouvoir sauver. Et vous ne pouvez pas sauver tout le monde parce que le bateau coule très très vite et vous devez faire un choix. Et malheureusement, pour des raisons indépendantes de votre volonté, c'est vraiment un temps très limité. Et ce temps, encore une fois, vous permet de sauver que 2 personnes. Alors, la question est, qui choisissez-vous? On va vous laisser 1 minute pour prendre votre décision. Et au bout d'1 minute, si personne n'est sauvé, si vous n'êtes pas d'accord entre vous, du coup, personne ne sera sauvé. Ça se passe par ici. Alors, pour les gens qui n'ont pas réussi à voter tout à l'heure, l'idée, c'est pas de voter sur le partage d'écran dans Teams, parce que ça, la technologie ne permet pas encore de le faire. Donc, retrouvez le lien que Cédric a posté plusieurs fois dans le chat de Teams. Donc, vous avez Elon Musk, vous avez Venus Williams, vous avez Angelina Jolie, Cédric Villani, qui est un homme politique et scientifique français, Barack Obama, Greta Thunberg, pour ceux qui l'auraient raté, donc c'est une jeune activiste écologique, Georges Clooney, Angela Merkel, Teddy Riner, multiple champion du monde de judo, et le cher docteur Didier Raoult, spécialiste dans les maladies infectieuses. Alors, si c'est OK pour tout le monde, célèbre. Et donc, vous pouvez cliquer 2 fois, vous pouvez voter 2 fois. Donc, vous pouvez cliquer sur 2 photos qui sont pour vous les 2 personnes à sauver. Et vous pouvez allumer vos micros parce que vous avez 1 minute maximum pour faire ce choix-là. Et vous pouvez discuter, échanger entre vous. Voilà, nous arrivons sur la fin. Et donc, je vais vous révéler les votes. Alors, sur qui se portent vos choix? Alors, nous avons Barack Obama qui arrive avec 5 votes. Nous avons Elon Musk. Nous avons ensuite, ça se répartit un peu finalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez voté sur 8 propositions, et ça tombe bien parce qu'il y a 8 propositions. Donc vous avez disséminé vos votes sur plusieurs personnalités. Et donc c'est intéressant parce que finalement, là, quand il s'agit de faire un choix entre des personnes qui portent des valeurs différentes, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément évident. Alors ce qu'on vient de voir ici, c'est choisir, c'est prioriser. Et prioriser, c'est pas facile. Et puis estimer la valeur, on voit bien que là, pour le coup, c'est pas très rationnel. Parce que si on avait essayé d'appliquer un fonctionnement type ROI sur ce modèle-là, je vous mets au défi d'imaginer le ROI pour ces différentes personnalités, ces différents individus. Et du coup, tout ça est vraiment très subjectif et c'est très lié au point de vue de chacun. Et du coup, il manque aussi quelque chose, c'est que je vous ai pas donné d'indication. Il y avait très peu d'objectifs. Finalement, je vous ai dit qu'il faut sauver 2 personnes, mais 2 personnes, oui. Mais 2 personnes qui pourraient servir à quoi dans le futur de l'humanité? Si on dit que ce sont des personnes vraiment importantes en termes d'impact
Et donc, ça ne résout pas tous les problèmes. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de retourner un tout petit peu en arrière. Et cette fois-ci, je vais remettre de nouveau le focus au bon endroit. Et je vais relancer une session de vote, même chose en 1 minute. Par contre, cette fois, je vais vous donner un objectif pour sauver ces personnes. L'objectif, c'est de réussir à sauver la planète. Donc, partant de cette hypothèse-là, objectif de sauver la planète, même chose, je vous demande de voter. Cette fois-ci, encore une fois, en 1 minute maximum, de voter pour voir si avec cette deuxième proposition et avec un objectif qui était déjà beaucoup plus explicite, je ne sais pas s'il est clair, mais il est explicite, sauver la planète, pour qui votez-vous? Alors, je vois que les votes sont plus rapides, sinon tout le monde a voté, donc je vais arrêter le timer, ne pas perdre de temps inutilement, et donc cette fois-ci, on va révéler les résultats pour cette deuxième session. Alors là, eh bien, pour sauver la planète, nous avons Greta et Georges. Alors, est-ce que c'est pour son implication politique? Est-ce que Greta, c'est pour son implication écologique? Et vous voyez que l'objectif, il était un peu plus clair, mais il aurait pu être encore un peu plus précis pour sauver la planète des problèmes de pollution, pour sauver la planète contre les guerres dans le monde, contre la faim dans le monde, etc. etc. Donc on pourrait refaire une troisième passe avec, encore une fois, un objectif encore plus précis, mais ce n'est pas l'objectif. Je vais encore vous forcer à me suivre. Voilà. En fait, pour se décider de quoi on a besoin d'informations. Et ces informations-là, finalement, c'est l'objectif que je vous ai donné. Et là, on va voir qu'il y a encore des trucs qui ne marchent pas bien, même quand on a beaucoup d'informations. Alors, c'est un exemple que vous pourrez googler a posteriori, qui est très connu. Ça s'appelle le syndrome de l'hôpital de Chicago, qui date du début des années 96. Et dans cet hôpital en particulier, il y a eu un problème entre 96 et le début des années 2000. C'est qu'il y avait un ratio d'erreur énorme sur les diagnostics d'arrêt cardiaque, d'infarctus du myocarde. Ça veut dire qu'il y avait à peu près 33% des gens qui étaient mal diagnostiqués en arrivant aux urgences. Et il y a 33% des gens, suite à cette erreur de diagnostic, qui passaient l'arme à gauche. Alors, quand on a un arrêt cardiaque, qu'on va aux urgences, qu'on est mal diagnostiqué et qu'à la fin, on finit dans un cimetière, c'est pas terrible pour l'image de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette chose-là? Eh bien, en réalité, ils avaient mis en place un protocole pour essayer vraiment de ne pas se planter sur le diagnostic. Et donc, ils avaient mis toute une ribambelle de tests, d'analyses, un questionnaire à faire de manière plus ou moins interactive avec le patient, des examens, des PET scans, enfin tout un tas de trucs pour être absolument certain que la personne n'était pas en train de faire un infarctus du myocarde. Et donc, ils ont multiplié les sources d'informations en ayant cette démarche et cette réflexion de se dire, finalement, plus je vais avoir d'informations, plus cela va m'aider à prendre une décision. Et en bilan de course, non, ça n'a pas fonctionné cette affaire-là. Ça n'a pas fonctionné du tout. Même, qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? Ils ont décidé, sur base de ces résultats vraiment catastrophiques, on n'est pas en train de parler de millions d'euros dépensés dans des projets IT ou dans du retard. Certes, ce n'est pas très intéressant dans nos entreprises de prendre du retard et de dépenser des sous. Là, on est juste en train de parler de vie humaine. Donc, ça n'a peut-être pas non plus la même valeur que juste une valeur économique. Et donc, ils se sont dit, on va simplifier le diagnostic et on va revenir finalement à des fondamentaux. Et donc, il y avait une seule question qui était posée au patient dès qu'il arrivait aux urgences, c'est « Avez-vous une douleur? Présentez-vous des douleurs thoraciques? Oui et non ». Et si la réponse était oui, derrière, il y avait 3 examens ultra simples, ultra basiques, ultra rapides à mettre en place. Parce que ce qui jouait ici, dans ce cas-là, ce n'était pas tellement le fait d'avoir de l'information exhaustive, mais d'avoir de l'information rapide avec laquelle on va pouvoir prendre des décisions rapides. Et à la limite, il vaut mieux qu'on se plante de temps en temps sur des faux positifs que de se planter très régulièrement sur des vrais positifs qu'on n'a pas vus. Et le message ici, c'est pour décider, j'ai besoin de plus d'informations. Oui, mais attention, parce que l'information, ce n'est pas la même chose que la connaissance. Collecter de l'information, déjà, ça représente un coût. Et vous le savez très bien, dans vos organisations, si vous faites du développement logiciel, allez chercher les requirements, allez se faire valider des besoins métiers, etc. Ça prend du temps et ça représente un coût. Et ce temps que vous prenez aussi, potentiellement, ça vous détourne des vrais sujets. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de valider des choses qui ne sont peut-être pas les choses les plus sensibles et les plus critiques ou les plus importantes, vous êtes en train d'aller collecter de la data sur des choses qui finalement, avec une valeur qui n'est peut-être pas la meilleure à ce moment-là. Tout à l'heure, Eric parlait des biais cognitifs. Ça va vous développer ce sentiment de sécurité. Ça va vous rassurer. Oui, j'ai plein de données qui convergent, j'ai plein de données qui confirment que c'est bien ceci qui est attendu par mes clients, par mes utilisateurs. Et du coup, ça éteint les intuitions et ça éteint aussi les contre-intuitions potentielles et ça ferme aussi la capacité des individus dans les organisations à pouvoir remettre des objections qui pourraient dire « moi je ne crois pas, moi je ne pense pas ». Et bien du coup, ça va un petit peu les mettre en silence, ces personnes-là.
Et c'est très important dans des organisations d'avoir des gens qui se prennent un rôle d'avocat du diable pour toujours challenger est-ce qu'on est en train de travailler sur les bons sujets. Et là, on tombe dans le syndrome de c'est plus moi en tant que product owner ou product manager qui décide. Enfin, je me laisse aveuglément piloter par des indicateurs. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je dis attention, ne pas se laisser déborder par ça. Alors, un petit rappel, on a dit en postulat, la valeur, c'est un sujet qui a priori vous préoccupe parce que vous êtes là aujourd'hui. On a vu que le sous-jacent de la valeur, finalement, c'était la satisfaction de mes clients. Normalement, si vous êtes en train de réfléchir sur ces sujets, c'est que vous essayez de satisfaire vos clients ou vos utilisateurs. Et donc, on est en train de se poser la question depuis tout à l'heure de comment identifier ce qui a le plus de valeur. Il y a un modèle qui existe et qui est plutôt intéressant et qui s'appelle le Kano modèle. Peut-être que vous l'avez déjà croisé dans votre activité professionnelle. Et le Kano modèle, il a quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, il va se poser la question de la valeur par rapport aussi au contexte. Et ici, le contexte est quelque chose d'important. Alors, je ne vais pas détailler le Kano modèle maintenant, ce n'est pas l'objectif. Vous pourrez trouver plein de littérature sur le sujet. Je vais juste vous donner une métaphore pour vous aider à comprendre un peu le principe de cette matrice. En gros, si vous réservez un hôtel à très bas prix, une chambre Formule 1, que vous arrivez dans votre chambre et que la chambre est dans un état Formule 1, eh bien, il ne va rien se passer. Vous avez réservé une chambre à 35 ou 40 euros, vous avez une douche qui est une petite cabine, etc. Rien d'extraordinaire. Au contraire, si vous réservez dans ce même hôtel Formule 1, mais que vous êtes tombé sur un gérant qui était particulièrement attentif à la satisfaction de ses clients, vous arrivez et là, au moment de la réservation, vous aviez dit que vous étiez avec votre épouse ou votre compagnon, votre compagne, et là, il y a une petite rose posée sur le lit ou un petit bouquet de fleurs quelque part pour agrémenter votre accueil. Et là, pour le même prix, vous allez dans l'effet waouh, waouh, il y a quelque chose en plus, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce machin-là. Parce que dans ce contexte-là, moi j'avais réservé une chambre à 40 euros et cette petite marque, ce petit signal à destination de moi en tant que client, je le vis comme quelque chose de très positif. Et à l'inverse, vous avez l'effet contraire. Alors ça, c'est un effet, les gens n'en ont pas toujours conscience. Par contre, c'est grâce à ça que vous allez augmenter votre NPS, que vous allez améliorer votre bouche-oreille et tout le reste. Il ne faut pas se leurrer, c'est avec ça que ça marche. Et dans le cas opposé, le truc qui fonctionne qui fonctionne très bien aussi en termes le contraire de l'effet wow, c'est vraiment l'effet catastrophe. Vous réservez dans un palace, et là, dans un palace, vous mettez un prix qui est beaucoup plus élevé que 40 euros, et vous attendez à avoir une chambre absolument parfaite. Et là, dans la salle de bain, horreur, vous découvrez des cheveux qui restent dans le lavabo ou dans l'évier. Et donc là, c'est absolument pas digne d'un palace et du tarif que vous avez payé. Et là, ça va être totalement contre-productif. Et donc là, on voit bien que finalement, des cheveux dans un Formule 1, ça gêne personne à la limite. Des cheveux dans un palace, c'est contre-productif. Un petit bouquet de fleurs dans un Formule 1, ça va tout de suite déclencher un effet. Revenez-y, c'est formidable. Et la communication va se faire toute seule dans les deux cas, sauf qu'on a une qui sera en votre faveur et l'autre qui ne sera pas en votre faveur. Donc le Kano modèle, c'est cette matrice qui permet en permanence de mesurer la satisfaction de ses utilisateurs dans un contexte qui est donné. Du coup, je te redonne la main, Eric. Sur le timing, on est un petit peu en retard, donc je vais sans doute aller un peu plus vite sur les slides suivants. En tout cas, on avait prévu de vous poser la question suivante. Quel est votre critère de satisfaction dans un restaurant? Donc, on ne va pas prendre le temps de vous faire répondre. L'idée derrière tout ça, ce qu'on s'attendait à voir, c'est que finalement, vous alliez donner des critères différents. Suivant finalement la personne qui répond, ça ne va pas être le même critère principal de satisfaction dans un restaurant. Et le message, c'est que la valeur, elle est plurielle. La valeur, elle va dépendre de chaque individu. Et suivant son expérience, suivant ses sensibilités, ça ne va pas être les mêmes choses qui ont de la valeur pour lui. Donc finalement, il existe une multitude de points de vue. Ici, on vous met le petit dessin sur le compte avec les 6 aveugles qui palpent un éléphant. Chaque personne n'est pas sur la même partie de l'animal, donc il n'a pas les mêmes informations à sa disposition. Et chaque personne, finalement, va donner une réponse différente parce que elle est aussi influencée par son métier, par sa spécialisation. Et voilà, c'est ça. Finalement, chacun va avoir une vision différente de ce qu'est la valeur. Donc l'idée, finalement, ce qu'est la valeur d'un produit, c'est peut-être... on vient de voir que c'est quelque chose de pluriel et personnel. En fait, la valeur, c'est peut-être tout simplement un mix de toutes ces différentes choses. Ici, on a l'exemple du hamburger. Est-ce que ça fait du sens de se dire, dans ce hamburger, c'est quoi qui a le plus de valeur? Et de demander aux gens, et par exemple, si on dit c'est le steak haché, c'est la viande,
Si jamais on livre juste un gros bloc de viande, un gros steak, est-ce que ça a autant de valeur que le hamburger qui est composé de plein de choses différentes? Repensez au Kano modèle dont vient de vous parler Mathieu. C'est finalement assez vain d'essayer de comparer la valeur de choses qui sont de catégories différentes. Donc, ce qu'on essaye de pousser à travers cet agile mythiche, c'est que la valeur, c'est un tout, et ça vient du mélange subtil qu'on va faire et qui va composer ce très appétissant hamburger. La valeur aussi, elle est pas divisible. Ici, on vous présente une salade où c'est les mêmes ingrédients que le hamburger, mais comme le mix est différent, comme finalement avec les mêmes ingrédients, on ne va pas réussir à composer la même chose. C'est vraiment l'idée c'est ensemble, avec les différentes personnes qui ont des sensibilités différentes, qu'on va réussir à construire un tout, quelque chose qui est indivisible, quelque chose qui est un tout, on dit que la valeur est systémique, et qui va offrir le meilleur produit au final. Finalement, la valeur, on va dire que ce qu'on a essayé de faire depuis le début, c'est de la quantifier. Et le message qu'on essaye de passer ici, c'est que la valeur, ça va être très difficilement rationnellement quantifiable. Il y a plein de choses qui font que cette valeur, elle est difficilement rationnellement quantifiable. La première chose qu'on vient de dire, c'est il y a la différence des points de vue. Et il y a aussi plein d'autres choses. Par exemple, la valeur, elle n'est pas linéaire. On ne peut pas simplement dire le steak, il a 100 grammes de viande hachée. Si c'est 100 grammes, c'est ce qui a le plus de valeur. Si on vous en donne 200 grammes, vous serez 2 fois plus satisfait. La valeur aussi, elle va dépendre du point de référence, elle va dépendre de la vision de chacun. La valeur, elle est aussi contextuelle. Si jamais par exemple, si on prend l'exemple de maintenant, il y a une pandémie, forcément, ça a tout changé les échelles de valeur. Et ce qui vraiment a de la valeur maintenant, c'est tout ce qui va pouvoir être compatible avec cette pandémie, par exemple, favoriser la distanciation. La valeur, elle est aussi temporelle. Ce qui a de la valeur maintenant, peut-être n'aura pas de valeur plus tard parce que les choses changent. Et, pensez par exemple à la 3D sur une télévision. À une époque, c'était ce qui permettait de vendre peut-être des télévisions, mais maintenant, tout le monde s'en moque. Donc, c'est vraiment des choses qui sont difficilement quantifiables, et même si on les quantifie, c'est très temporel. En résumé de tout ce qu'on a dit pour l'instant, on a des biais cognitifs. Ok, donc on se dit, à partir de là, on veut tomber dans le rationnel et mesurer les choses. Malheureusement, le problème qu'on a, c'est que la valeur, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer de façon rationnelle. Donc la question, c'est, alors, comment est-ce qu'on peut faire? Si on ne peut pas être dans le rationnel, une autre idée, et une idée qui est assez compatible avec finalement des approches telles que l'agilité ou le design thinking, c'est de dire, on va adopter une approche empirique, une approche expérimentale, où on va tester des choses et on va apprendre de ces choses qu'on teste. Donc on va avancer et à partir des expériences qu'on va faire, on va apprendre et on va savoir si c'est ça, s'il faut continuer dans cette voie ou au contraire s'adapter. Et ensuite, une autre chose qui est très compatible avec les valeurs et principes de l'agilité, c'est que c'est à travers des conversations. On a vu que des personnes avaient des sensibilités différentes. L'idée, ça va être faire parler ces personnes entre elles pour finalement essayer de tomber d'accord sur qu'est-ce qui a de la valeur. Mathieu, si tu veux continuer, je te donne la main. Très bien. Alors, c'est la partie interactive. De nouveau, je vais vous demander, je vais vous forcer à me suivre. Donc, ça se passe dans Mural, plus que dans la partie, l'écran qui est partagé dans Teams, évidemment. Vous avez un axe du temps, et sur cet axe du temps, vous avez plusieurs petits stickies qui correspondent à toutes les activités que potentiellement chacun de nous peut faire le matin, entre le moment où on se réveille et le moment où on arrive sur son lieu de travail. Donc, sur cet axe du temps, avant faire du sport, il y a peut-être se lever les yeux, se réveiller. Et puis après, le dernier qui est me rendre au travail, eh bien, c'est je pousse la porte de mon travail. Donc, on est sur ce petit espace de temps. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous demander de passer en dessous de la ligne rouge certains post-it. Et pour savoir ce que je vais vous demander de passer, je vais juste vous donner une information. Par rapport à votre routine habituelle de tous les matins, imaginez que pour faire cet exercice, le réveil n'a pas fonctionné. Et par rapport à votre routine de tous les matins, vous avez juste devant vous un peu plus que 10% du temps normalement disponible pour faire toutes ces activités. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre dans la partie qui est sous la ligne rouge dans la zone de poubelle,
sachant que vous êtes levé très en retard, que le réveil n'a pas sonné, que vous avez uniquement 10% de temps devant vous disponible, quelles sont les choses que vous ne faites pas ce matin? Et pour ce faire, je vais déclencher de nouveau un petit timer de 1 minute. Et je vous encourage franchement à ouvrir vos micros et expliquer pourquoi vous descendez, pourquoi vous jetez certains tickets. On peut imaginer que par exemple, se raser, ça ne va peut-être pas concerner la population féminine. Pour ceux qui le souhaitent, vraiment, ouvrez vos micros et partagez pourquoi vous faites ces choix-là. Le pauvre chat et le chien n'auront pas à manger aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vois. Alors, on a dit juste avant, dans la valeur, c'est les interactions qui sont importantes, de prendre l'avis de chacun. Et là, je dois avoir un problème avec mon PC parce que j'entends rien. Il vous reste une poignée de secondes. Le bouton Unmute est en haut à droite de votre écran. Ah, ça doit être ça. C'est le bouton avec un micro. Moi, j'aurais bien déplacé, réveillé les enfants parce que j'en ai pas, mais je pense que s'il est resté en haut, c'est que je dois être la seule concernée. Donc... je suis embêtée. Je crois que j'ai reconnu ta voix, Audrey. N'est-ce pas? Bon, il y a mon prénom, mais oui, enfin. Ah oui. C'est bien moi. Okay. On est arrivé à la fin du temps. On vous a dit, c'est intéressant, une des choses qui va constituer la valeur, c'est d'aller faire de la confrontation. Là, il se trouve qu'Eric et moi, on est un peu les facilitateurs de cette session. Tout à l'heure, il y a eu l'histoire avec le bateau, le navire en train de couler, et je vous ai dit, c'est mieux quand on a des objectifs clairs. Et là, il n'y a personne qui m'a posé la question, à moi ou à Eric, en se disant « Mais oui, mais du coup, c'est quoi, toi, ton avis, Mathieu? Est-ce que tu pourrais peut-être nous aider à faire le tri ?» Parce qu'en fait, moi, je vais vous donner une info, pour les gens qui me connaissent, ils savent que c'est très important à mes yeux. Si maintenant, moi, il y avait un truc qui était absolument indispensable pour aller à mon travail, comme vous pouvez le voir, c'est de mettre une cravate. Donc, ça ne va pas, là. Vous avez fait des choix tout seul, sans interaction, vous avez décidé par vous-même. Après 40 minutes d'Agile Metesh, on vous explique que la chose importante, c'est les interactions, c'est d'aller confronter les choses, d'avoir des avis autour de vous. Et puis l'autre chose importante pour moi, dans tous les cas, c'est moi j'ai des animaux à la maison et j'y tiens quand même. Donc pour moi, il y avait aussi donner à manger à mon chat. Donc je ne sais pas, Eric, pour toi, si toi, il y avait des choses importantes aussi qui ont été jetées par nos participants. On m'a rien demandé. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont au-dessus et ça te va, ou des choses qui sont en dessous et du coup ça te gêne? Que tu as mis, c'est les choses importantes. Mettre une cravate, c'est aussi quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je signale accessoirement que les enfants, a priori, vont à l'école à poil parce que on ne les habille pas. Les pauvres enfants, ils sont en pyjama. Voilà. Ils sont en pyjama, mais voilà. Donc c'est un exercice. C'est un exercice que vous pouvez faire dans vos environnements. Vous mettez à plat toute la liste des choses que vous devez faire. Vous invitez les différents stakeholders et tout simplement vous tracez une ligne avec qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui est indispensable et du coup de quoi est-ce qu'on peut se passer peut-être dans un premier temps pour démarrer. En termes de débrief sur cette activité, eh bien oui, il faut inclure vos clients dans les discussions autant que possible. Alors il y a des organisations où il y a des product owners et c'est très bien, et le product owner est la voix du client. Utilisez, si je puis m'exprimer ainsi, les product owners pour qu'ils se fassent l'écho des besoins des clients. Accélérer aussi. Accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vient de faire l'exercice en 1 minute. Dans vos organisations, ça pourrait peut-être prendre du temps. Et vous avez vu que parfois, on peut discuter pendant des heures pour savoir si la valeur A est plus importante que la valeur B. Mais on l'a vu avant. De toute façon, c'est très compliqué à le mesurer, a priori. C'est très compliqué à estimer. Donc allez-y, lancez-vous, prenez les choses. Et pour éviter aussi de perdre trop de temps, les itérations courtes, c'est un bon moyen. Plutôt que d'essayer de tout faire et on se donne rendez-vous dans 6 mois, on va faire des choses dans des itérations très courtes. On va se retrouver tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines pour regarder ce qui a été fait, prendre de nouvelles décisions, inclure de nouveau les clients dans les discussions. Et au passage aussi, l'inclusion des clients, c'est aussi le travail des UX. Soit dit au passant, c'est eux qui peuvent commencer à prévalider des choses, à valider des hypothèses, avec 0 coût de développement à la clé, simplement avec soit des maquettes en format électronique, soit des maquettes papier. Dans tous les cas, n'oubliez pas une chose aussi, c'est que la prise de décision rapide, c'est un facteur qui est souvent négligé dans les organisations. On attend toujours que les équipes elles délivrent très vite. Et souvent dans les organisations, la prise de décision, il y a les mécaniques d'ascenseur, N+1, N+2, N+3, décision, et ça redescend de l'autre côté. Au plus, vous allez mettre en place des mécanismes de gouvernance qui vont vous aider à accélérer les prises de décision. Au plus aussi, vous allez être dans des itérations courtes, et au plus, vous allez délivrer versus. Alors, quel est le point commun? Je ne vais pas ouvrir la conversation maintenant, il est 46, mais quel est le point commun entre
tous ces leaders. S'il y en a juste qui veulent peut-être dire un mot par oral. Ils sont tous les bras croisés. Exact, ils ont tous les bras croisés, c'est évident. Et ça, c'est un signe fort, ça veut dire que c'est un leader par définition. À part ce détail-là, qu'est-ce qu'on peut observer? Conversation. Dans tous les cas, ici, le débrief très rapide, la clé, c'est le système de décision. En fait, dans tous ces leaders qui sont juste avant, là, on a des leaders qui s'immiscent à peu près dans tous les étages de leurs activités, qui sont des leaders omniscients, qui sont des leaders probablement incroyablement têtus et qui savent exactement les objectifs à atteindre. Si on lit les biographies de ces personnages-là, Elon Musk, sa vision à lui de ses entreprises est très simple. Un jour, je veux habiter sur Mars. Donc, dans la tête de ce gars-là, tout ce qu'il est en train de faire, c'est uniquement pour lui-même un jour pouvoir aller habiter sur Mars. Tesla, c'est un moyen de gagner de l'argent pour financer SpaceX. C'est la même chose pour Steve Jobs. Le rêve de Steve Jobs, c'était je veux changer le monde, je veux que demain, tout le monde ait un ordinateur dans sa poche. Bah, il a réalisé son coup, etc., etc. Donc tous ces gens-là sont des gens qui ont des visions très très ancrées, très très fortes, et qui sont capables de les expliquer à leurs équipes. Souvenez-vous tout à l'heure, encore une fois, sur le bateau qui coule, la vision, c'est vraiment le point clé. Et en plus, ce sont des gens qui ont mis en place des mécanismes de prise de décision qui leur permettent d'aller probablement plus vite que les autres et de moins se planter. Alors, eux, ici, sont quand même des leaders exceptionnels. Dans la plupart de nos organisations, sans vouloir être désagréable, tout le monde n'est pas Steve Jobs, enfin moi-même, personne n'a la prétention d'avoir ce niveau-là. Et du coup, un outil pour, en l'absence de tel type de manager, eh bien, un bon outil, c'est sur ce système de prise de décision d'essayer de le clarifier un petit peu. Je vous parlais tout à l'heure des gens qui sont dans une salle et qui potentiellement ne se sentent pas suffisamment dans une condition de sécurité pour pouvoir exprimer leur avis. Eh bien, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est multiplier les avis parce qu'on pense que la contradiction a plus d'importance que la confirmation. La confirmation ne va faire que renforcer les croyances de chacun et peut-être aller sur les routes qui ne sont pas les bonnes destinations. On préfère chercher et obtenir des désaccords explicites dans les conversations plutôt que d'avoir des accords qui sont implicites. Il n'y a rien de pire que ça. Il y a plein d'exemples dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire du monde militaire, dans les armées modernes, plein de défaites qui viennent plein de mauvais choix stratégiques militaires, parce que c'est dans la tête d'une seule personne et que ça n'a pas été confronté, et que personne n'a pu donner son opinion. On préfère être dans des incertitudes qu'on va discuter plus que dans des certitudes qui vont être implicites, encore une fois. Et puis, on va toujours chercher à passer du temps à clarifier les choses plutôt que de rester dans le flou complet. Alors pour ceux qui travaillent avec moi, vous savez que je passe beaucoup de temps parfois à vous challenger tout le temps pour essayer je vous pose la question, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a encore des questions? Ce genre de choses. Voilà, il faut vraiment être dans cette démarche-là. Donc les clients, encore une fois, doivent être inclus dans vos conversations. Et 10 dernières minutes seront pour Eric avec les messages clés. Le grand message qu'on va vous faire passer, c'est le pilotage par la valeur, oui. C'est quelque chose qui nous paraît absolument fondamental dans une approche. Ça correspond à notre idée de bien faire les choses et c'est compatible avec l'idée de l'agilité. Par contre, oui pour piloter par la valeur, non pour estimer la valeur. Estimer la valeur, ça paraît quelque chose qui nous paraît finalement être assez vain, et ce pour deux grandes raisons. On a vu estimer la valeur, finalement, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile qu'estimer l'effort. L'effort, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire et ça se passe en général plutôt bien, ou en tout cas c'est beaucoup plus facile. La valeur, on a vu, elle est plurielle. Donc rappelez-vous le canot modèle, elle est non linéaire. Donner deux fois plus la même chose, ça ne va pas donner deux fois plus de satisfaction. Elle va changer avec le temps. Est-ce qu'on privilégie une valeur à court terme, une valeur à long terme? La valeur, elle est contextuelle. Rappelez-vous l'exemple de la pandémie. La valeur, elle dépend bien sûr de la perception de chacun. Donc, estimer la valeur, finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et extrêmement difficile. Et face à cette complexité, et comme on sait qu'on a des biais cognitifs, on a souvent le réflexe de se dire on va vraiment tomber dans le rationnel, essayer de mettre des chiffres, des métriques, et on va se sentir bien parce qu'on a cette fausse impression de sécurité. Mais finalement, tout ça, c'est juste une fausse impression parce que estimer la valeur, fondamentalement, c'est pas possible. Donc la solution très simple qu'on propose, c'est no estimate, ou plus précisément no value estimate. Ok, on n'estime pas la valeur. Très bien, mais alors comment on fait?
Alors, on vous propose la façon suivante, de faire du no value estimate. Vous avez simplement à répéter les 3 étapes suivantes. Première étape, et je pense qu'on a beaucoup insisté là-dessus, c'est définissez la vision et alignez tout le monde pour que tout le monde soit absolument clair sur quel est l'objectif à atteindre. Et à partir de là, eh ben, faites des discussions avec des personnes qui ont un petit peu toutes les compétences, toutes les sensibilités, toutes les personnes qui peuvent apporter des choses constructives. À partir de discussions et de cette intelligence collective, décidez des petits morceaux que vous allez vouloir livrer. En particulier, sélectionnez quel est le prochain morceau, celui qui a le plus de valeur, celui sur lequel vous allez mettre le focus et que vous allez livrer en premier. Et simplement, à partir de là, répétez ce processus ensuite, réunissez-vous à nouveau, rediscutez quel est le prochain morceau qu'on va livrer et livrer celui-ci et répétez ainsi ce cycle. 3 petits conseils pour mettre en place cette approche no value estimate. La première chose, c'est on a parlé de petits morceaux. L'idée, c'est effectivement, moins vous allez en prendre, plus le morceau va être petit, plus vite on va se revoir. Donc c'est essentiel de vraiment être dans une approche où on va le livrer par petits morceaux, par petits bouts, les plus petits possibles. Encore, je veux mettre l'accent sur le fait que c'est un travail qui doit être fait de façon collective. On veut vraiment avoir recours à l'intelligence collective et avoir toutes les sensibilités qui participent à cet effort. Et ensuite, comme on parlait de mettre en place des métriques, de mettre des chiffres, si on a quand même une métrique à vous conseiller, c'est tout simplement utiliser la métrique du débit. Combien est-ce que vous livrez de fonctionnalités, par exemple par semaine ou par mois, par unité de temps donc. Et à partir de cette seule métrique, vous devriez pouvoir avoir de la visibilité et pouvoir faire du forecasting. Pour résumer sur ce dernier slide, ce qu'on vous propose finalement, c'est de faire un pilotage par la valeur qui est itératif et incrémental, donc de livrer de façon très régulière. Vous livrez de façon très régulière des choses qui ont de la valeur. La façon de déterminer ce qui a de la valeur, vous avez recours à l'intelligence collective à travers des discussions. Et vous avez aussi recours à, une fois que vous avez livré un élément, demander du feedback, demander des retours de la part des utilisateurs et des demandeurs. Voilà, et donc je suis passé très rapidement, il nous reste 5 minutes pour voir un petit peu si vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté pendant cette heure. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Oui, merci à Bonne tous. Présentation. Merci à tous pour votre attention et votre participation. On espère que vous avez apprécié cette Agile Meeting un peu plus interactif que les précédents. Et on espère que vous reviendrez du coup. Et n'hésitez pas à envoyer vos feedbacks sur la page LinkedIn pour si vous avez préféré l'interactivité. On est curieux de savoir ce que vous avez préféré.